Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de ma nouvelle configuration qui vise à vous expliquer, après les unboxings que vous pouvez retrouver dans toutes les miniatures qui sont là sur le côté de l'image, le pourquoi du choix de chaque composant afin que vous puissiez comprendre donc pourquoi j'ai choisi ces composants-là, quels sont leurs avantages et que ça puisse vous aider à mieux comprendre et à faire votre choix pour des configurations que vous souhaiteriez vous faire. Alors on va commencer avec le processeur qui est un Intel i7 de 5e génération, le 5930K. Donc le K qui veut dire que le coefficient est débridé, ce qui fait que ça va être beaucoup plus facile à overclocker puisqu'il ne va pas y avoir de limitation mise par Intel pour vous empêcher de le faire, ça c'est la première bonne chose. Il contient donc 6 corps avec hyperthreading, donc 6 corps physiques et 12 corps logiques, ce qui va permettre d'avoir beaucoup de choses qui tournent en parallèle ou sur les applications multithreadées d'avoir une belle puissance. Il gère la DDR4 en quadri-channel. Alors quel est l'intérêt? La DDR4 en elle-même aujourd'hui n'a encore pas beaucoup d'intérêt puisque sur 99% des vitesses et des latences, la DDR3 fait aussi bien. Simplement pas mal d'avantages quand même avec la DDR4. Déjà la consommation qui est en baisse. Et avec le quadri-channel, eh bien, on a 2 fois plus de bandes passantes qu'en dual-channel, ce qui permet quand même de manipuler des grosses données beaucoup plus efficacement qu'en dual-channel avec la plupart des DDR3 proposés. Donc ça, c'est quand même un gros gain en performance, et surtout ce 5930 dispose de 40 voies PCI Express, là où son petit frère, le 5820, n'en propose que 28. Alors qu'est-ce que ça change concrètement, allez-vous me dire? Eh bien ça change l'usage en multi-GPU. C'est-à-dire que si vous n'avez qu'une seule grosse carte graphique, par exemple la 980 Ti, on va y revenir, c'est celle qui équipe ma machine, vous allez effectivement pouvoir vous contenter du 5820 puisque vous n'avez besoin en gros que de 16 voies PCI Express. Il en a 28, pas de souci, il vous en reste encore un peu pour mettre des cartes filles si besoin, sans brider la carte graphique principale. Par contre, si vous voulez faire du SLI ou du Freeway SLI avec des grosses cartes graphiques comme la 980 Ti, et bien si vous en mettez déjà 2, il faut 32 voies PCI Express. Alors avec 28 au final vous avez quand même 14 voies par carte, donc elles vont pouvoir fonctionner à peu près correctement puisque elles en utilisent environ 15, donc elles seront à peine bridées en SLI. Par contre si vous passez en Freeway SLI, les cartes vont devoir se partager les 28 voies PCI Express, et donc vous allez vous retrouver en gros avec à peine 8 voies par carte, et là elles vont commencer à être un peu bridées dans leurs possibilités. Alors qu'avec ce 5930, si vous voulez en mettre 3, eh bien vous allez en avoir 2 cartes qui vont être à 16 voies et une troisième qui va être à 8 voies. Et là, ça va vous permettre vraiment d'avoir une beaucoup plus grosse puissance graphique pour faire du freeway, et sur du four-way encore plus, puisque vous allez pouvoir facilement avoir 4 cartes qui se partagent un peu plus de 8 voies chacune, et donc vous allez pouvoir avoir quand même, grâce à ça, quelque chose de beaucoup plus robuste, puisqu'avec 10 voies PCI Express chacune, elles vont pouvoir déjà un peu mieux s'exprimer que quand elles seront en 8, 8, 4 et 4, si vous aviez le 5820. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce 5930, je l'ai surtout pris pour l'évolutivité de la machine, pour pouvoir rajouter des cartes graphiques à l'avenir en trouvant des 980 Ti d'occasion, et pouvoir démultiplier la puissance graphique de ma machine, sans avoir à mettre à jour la configuration, et donc ça va me donner un confort en évolutivité, et la possibilité vraiment de faire évoluer ma machine sur quelque chose de beaucoup plus performant. Le processeur restant largement plus puissant que la moyenne, et donc même dans 6-7 ans, il sera encore largement suffisant à mon avis à mon usage. Et par contre, la partie graphique devant évoluer pour pouvoir jouer en 4K dans de bonnes conditions au jeu dans 2-3 ans, eh bien je pourrais le faire en toute sérénité grâce à un processeur qui ne bridera pas mes cartes graphiques pour pouvoir remettre 2 autres 980 Ti à l'avenir. Ensuite, au niveau de la carte mère, j'ai donc pris une Gigabit. Pourquoi? Parce que j'aime bien Gigabit, j'aime bien leur qualité, j'aime bien leur service après-vente quand on a un souci, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc j'ai pris la X99 UD5 Wi-Fi. Alors elle a diverses fioritures, parmi lesquelles donc déjà du Wi-Fi et du Bluetooth directement intégrés, avec une antenne déportée, etc. qui permettent d'avoir tout ce qu'il faut. Un second port M2 pour pouvoir mettre éventuellement un mini SSD pour faire du cache ou installer le système en hyper rapide, à l'avenir encore, puisque j'ai pas de SSD M2 pour l'instant. On a du SATA Express également pour pouvoir gérer les gros disques durs SSD qui sont prévus dans les années à venir, qui sont amenés en tout cas à se démocratiser. On a 8 slots de RAM, donc les 8 slots de RAM qui vont permettre en fait de pouvoir multiplier la RAM, donc ça m'a permis de mettre 4 sticks de 8 Go là pour avoir tout de suite 32 Go de RAM et pouvoir en rajouter 4 sticks de encore 8 Go à l'avenir pour passer à 64 Go si ça commence à se faire un peu sentir au niveau du manque de RAM. Alors certains vont trouver que 32 Go c'est énorme, mais
j'avais une plateforme sur 16 Go précédemment et ça ne suffisait pas pour faire du montage en ultra haute définition, donc j'ai dû passer à 32 de toute façon. Donc voilà, si vous voulez faire du montage en UHD, sachez que 32 Go, ça fait presque partie du minimum aujourd'hui pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Et donc là au moins je ne serai pas obligé de retirer les sticks que j'ai achetés à grands frais aujourd'hui pour augmenter la RAM, je pourrais racheter 4 autres sticks et en avoir 8 en tout pour pouvoir profiter quand même du quad Channel, etc. À l'avenir. Donc bien sûr, comme elle est en socket 2011.3 et que les processeurs gèrent le quad Channel, la carte mère le permet, hein, on est bien sur du quadri-channel au niveau de la RAM. On a également deux headers de USB 3, ce qui permet d'avoir des USB 3 en façade et de rajouter une carte fille USB 3 si on le veut. On a également de la connectique Thunderbolt Ready, ou Thunderbolt Ready, hein, ça dépend comment vous le prononcez, donc qui va permettre à l'avenir aussi de rajouter une carte fille avec des connecteurs Thunderbolt pour pouvoir profiter de cette norme qui est amenée à se démocratiser. On a donc 4 ports PCI Express qui peuvent être en 16X indépendamment les uns des autres, ce qui fait qu'en fonction de là où vous voulez les utiliser pour le refroidissement de vos cartes, etc., eh bien vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci, ils seront câblés en 16X automatiquement, alors que certaines cartes mères ne permettent pas le câblage en 16X sur n'importe quel port. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Et petite fioriture supplémentaire, on a des loupiottes qui permettent, alors sur la carte mère de clignoter, ça on s'en fout, mais surtout sur la plaque IO-Shield, on a des loupiottes qui permettent de voir ce qu'on fait quand on est sous le bureau à aller défaire ou refaire des connecteurs, et qui permettent aussi de voir les petits logos de chaque connecteur pour savoir si on est bien sur de l'USB 2, sur de l'USB 3, sur des choses comme ça. Donc ça va permettre vraiment d'y voir clair à l'arrière de la tour quand on va brancher ou débrancher des choses, et ça c'est le truc tout bête, qui est très peu répandu et qui peut vraiment beaucoup aider. On a également de la gestion du Q-Flash qui permet la mise à jour de la carte mère directement en boutant sur une clé USB. On a de l'overclocking à la volée en appuyant sur un bouton. On a des diodes de débugage et des diodes de reset, de lancement, de changement de BIOS directement sur le PCB de la carte mère. Donc ça c'est plutôt pour ceux qui vont vouloir faire de l'overclocking. Bref, on a vraiment une belle grosse bête de course hyper performante pour accueillir ce gros processeur et cette grosse carte mère et cette grosse quantité de RAM. Donc voilà, c'est plutôt sympa, elle est bien dotée et pour l'instant je suis très très content de cet achat. Au niveau de la RAM, donc on a 4 sticks, comme je vous le disais, de 8 Go. C'est de la DDR4 2400 MHz quand on gère les profils XMP qui sont pris en charge par le processeur et la carte mère, donc pas de souci là-dessus, ça tourne bien à 2400 MHz. Et donc voilà, c'est de la G-Skill RipJaws 4, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, rien de spécifique à en dire. Au niveau du boîtier, on accueille donc toute cette configuration dans un Corsair 980T. Alors là, j'ai quand même deux petites déceptions sur ce boîtier. La première déception, c'est quand même que les clips devant et dessus se défont assez facilement. Donc c'est quelque chose qui fait qu'on se retrouve rapidement à déclipser la façade ou déclipser le dessus en passant simplement la main ou en donnant un petit coup dans le boîtier. Par contre, il est relativement bien fait dans le sens où on a à la fois 6 caches de disque dur 3,5 et 4 caches qui sont à l'arrière de la backplate carte mère. Pour les disques durs SSD ou les disques durs au format 2,5 pouces, donc ça c'est plutôt pas mal, ça permet quand même d'avoir pas mal de disques durs dans la machine. On a un Rheobus intégré qui fonctionne très bien avec 3 niveaux de puissance et des petites diodes sur le dessus qui permettent de voir le niveau de puissance, donc ça c'est pas mal. En connecteur de façade, on a quand même 2 USB 2, 2 USB 3, de l'audio avec du micro et du casque, donc ça c'est pas mal aussi. Un bouton de reset qui à mon sens est un petit peu gros et risque d'être appuyé par mégarde éventuellement. Autre déception par contre sur ce boîtier, c'est la qualité de fermeture des portes. Alors les portes sont très pratiques avec leur petite poignée pour être défaites ou refaites, simplement la poignée ne communique pas avec des charnières qui seraient sur les côtés latéraux de la porte, donc sur la gauche et la droite de la porte, ce qui fait que si vous avez quelque chose qui touche légèrement la porte, eh bien elle a tendance à vite se bomber puisqu'elle n'est pas maintenue sur les côtés. Et donc si ce n'est pas très embêtant sur la porte vitrée, puisque normalement rien ne va venir en buter dessus, c'est très embêtant pour la porte de l'autre côté, derrière la carte mère, qui elle va avoir tous les câbles qui vont être entassés à cet endroit-là. Et si les câbles sont un petit peu trop larges, et bien d'habitude vous avez la possibilité de bourrer un petit peu la porte en la mettant et en l'enclenchant. Et là, ben, vous ne pouvez pas le faire, c'est-à-dire que vous avez la porte qui bombe et qui parfois même se détache. Et donc vous êtes vraiment obligé de ranger vos câbles aux petits oignons à l'arrière alors que ça ne se voit pas et que ça n'était pas gênant. Et ça, c'est quand même un petit handicap.
Autre chose un peu dommage, c'est que les ventilateurs en partie basse de la tour ne sont qu'en 120 mm, alors qu'en façade, sur le dessus et à l'arrière, c'est prévu pour du 140. Donc là, c'est un peu dommage dans le sens où vous ne pouvez pas uniformiser vos ventilateurs et ensuite les changer de place si vous le souhaitez ou quoi que ce soit. Vous êtes obligé d'avoir des 120 mm dédiés pour la partie basse du boîtier. Par contre, dans les points forts, on a quand même une belle habitabilité, un bel espace pour les câbles à l'arrière de la plaque carte mère, des passe-câbles caoutchoutés pour éviter que les câbles ne s'abîment, des câbles qui sont très longs pour les parties connecteurs de façade, ce qui fait qu'on n'a pas de souci pour aller les connecter sur la carte mère. On a des filtres anti-poussière sur toutes les entrées, donc à l'avant et en dessous, et également sur le dessus aussi pour éviter que la poussière ne puisse tomber dans le boîtier quand il est éteint ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien conçu. Franchement, le boîtier est très beau, très propre, très sobre. Et franchement, j'en suis relativement satisfait. Je m'attendais juste à ce qu'il soit un petit peu plus grand. Et donc là, si vous avez une carte mère qui nécessite d'utiliser les 4 ports, PCI Express que vous avez dessus, bah, sachez que vous aurez plus aucune place pour mettre des cartes PHY au niveau connecteur. Et c'est vrai que j'aurais dû faire un petit peu plus attention, prendre un boîtier un peu plus grand et avoir 11 ou 12 slots à l'arrière plutôt que seulement les 9 qui sont actuellement proposés, mais bon, c'est un détail, et globalement, le boîtier est très bien fini, très bien conçu, j'en suis globalement très satisfait. Au niveau de la carte graphique, il y en a deux dans cette configuration, donc une 980 Ti et une 750 Ti. Alors pourquoi mettre une toute petite carte graphique en plus de la grosse? Alors déjà je vais revenir sur la grosse. La 980 Ti, pourquoi? Parce que c'est à peu près ce qui se fait de mieux, c'est un monstre de puissance. Elle a 6 Go de VRAM interfacé sur 384 bits, ce qui fait une très grosse bande passante, ce qui pour le jeu en 4K permet de gérer des textures de très haute définition sans aucun souci et d'être prêt pour les jeux qui vont venir dans les années à venir et qui vont être plus gourmands en termes de mémoire vive, enfin de mémoire graphique pour stocker toutes ces textures. Elle a un moteur dédié pour le codage aussi de vidéos, ce qui est très bien pour exporter mes vidéos et pouvoir les transcoder. J'ai gagné énormément en termes de temps dans mon flux de production, surtout que la suite Adobe les prend très bien en charge, donc ce qui fait que maintenant, grâce à ça et à cette puissance GPU, j'ai à la fois du rendering en temps réel pendant mon montage et du transcodage qui me prend moins de temps que mes durées de vidéo, donc ça me permet vraiment d'être très efficace pour vous fournir des nouvelles vidéos. Au niveau du jeu, ça permet de jouer en 4K à la plupart des jeux à peu près correctement. Par contre, ceux qui vous disent que ça fait tourner n'importe quel jeu en 4K et en full graph vous mentent, sachez-le. Il en faut au moins 2 voire 3 pour les jeux les plus gourmands en 4K et en full graph. Mais ça va vous permettre en tout cas de jouer en full HD et en full graph à tous les jeux, ça y a pas de souci. Et en 4K en réduisant juste certains trucs au niveau de l'anti-aliasing ou des effets d'ombre, etc. Sans aucun souci non plus. The Witcher 3 passe très bien en 4K. Crysis 3 qui reste l'un des jeux les plus gourmands que j'ai rencontrés passe très bien en 4K si vous réduisez juste un ou deux petits paramètres au niveau graphisme. Bref, ça vous en laisse sous la pédale. Et pourquoi avoir mis une 750 Ti en plus? Alors déjà parce que ceux qui connaissent ma config savent que j'utilise 4 écrans et que la 980 Ti ne peut en gérer que 3 maximum. Donc ça c'est la première bonne raison qui fait que j'ai dû prendre une deuxième carte graphique, c'est pour pouvoir connecter le 4e écran sur une seconde carte et que je n'avais pas les moyens de mettre 2 980 Ti d'entrée de jeu dans ma machine, ça faisait un trop gros budget. Deuxième raison, c'est que la 750 Ti peut être dédiée au physics dans les pilotes et va donc venir décharger la 980 Ti de tous les calculs de physics pour lui permettre de se concentrer sur les calculs non physics. Et ça va permettre, en utilisant les deux comme ça et en dédiant la 750 Ti au physics, de gagner encore un peu en performance sur les jeux qui utilisent beaucoup d'effets physiques et les moteurs physiques Nvidia optimisés. Donc ça, c'est quand même aussi un deuxième confort. Et la troisième raison, c'est que la suite Adobe pour l'exportation de vidéos gère très bien le multi-GPU mixte et est capable à la fois d'utiliser et la 750 Ti et la 980 Ti pour accélérer le codage de mes vidéos et le transcodage de mes vidéos. Ça me permet d'être donc encore plus performant et d'attendre encore moins longtemps pour pouvoir mettre mes vidéos en ligne. Et ça, c'est un confort non négligeable. On va ensuite finir simplement avec l'autre gros morceau de cette configuration qui est l'alimentation. Donc une Enermax Platimax de 1000 watts. Alors pourquoi 1000 watts? Parce que ma configuration avec juste les deux cartes graphiques et le processeur en pleine charge consomme à peu près déjà 500 watts, donc on est aux 50% de charge et je vous invite à aller voir cette vidéo concernant le choix des alimentations pour comprendre pourquoi avec une configuration de 500 watts j'ai pris une alimentation de 1000 watts, mais aussi parce que je prévois à l'avenir de remettre une deuxième voire une troisième 980 Ti et que dans ce cas là je vais avoir jusqu'à 500 watts de plus de consommé par les cartes graphiques et donc il va falloir que je puisse monter jusqu'à justement environ 1000 watts de consommation et là donc cette alimentation
sera tout juste suffisante pour pouvoir assumer. Donc la deuxième 980 Ti, pas de souci, elle passera, et la troisième, ça risque même d'être limite, donc comme quoi elle n'est pas encore tout à fait assez grosse pour l'évolutivité que je prévois. Petite déception quand même sur cette alimentation, bien qu'elle soit 80+ Platinium et qu'elle soit donc hyper silencieuse et hyper efficace, qu'elle ait des tensions hyper stables, je me retrouve avec des câbles qui sont trop courts, trop peu nombreux au niveau des alimentations, 6 broches et 8 broches pour les PCI Express additionnels, et beaucoup trop nombreux en termes de Molex pour une configuration récente et une configuration, on va dire, haut de gamme d'un ordinateur actuel. Donc ça, c'est la première grosse déception. La deuxième grosse déception, c'est qu'elle n'est pas totalement modulaire, elle n'est que semi-modulaire, et on se retrouve donc avec certains câbles qu'on n'utilise pas et qui doivent rester dans la machine. Ça, c'est quand même assez dommage, ça gêne le flux d'air, ça prend de la place pour rien. Et troisième déception, c'est qu'une fois que vous avez enfiché le câble dans l'alimentation, il est très difficile de retirer le câble que vous y avez enfiché, et donc on se retrouve à laisser des câbles qui des fois ont été enfichés par erreur, qui ne sont plus finalement adaptés à la config ou à l'évolution de la config, et qu'on doit le laisser dans la machine parce qu'ils sont très difficiles à désocler du corps de la lime une fois qu'ils ont été mis. Voilà, donc c'est quand même dommage sur une alimentation à ce prix-là, qui se veut quand même haut de gamme et pour des configs haut de gamme, d'avoir des câbles trop courts, des câbles mal choisis en termes de quantité, de répartition, et des connecteurs qui sont mal foutus. Très clairement à ce niveau-là, je préfère très largement la Seasonic X-Series Gold Edition que j'avais sur mon précédent PC et qui était beaucoup mieux fini, avec des câbles plus nombreux, mieux dotés, plus longs, beaucoup plus simple à mettre en œuvre, et qui était surtout une full modulaire, ce qui fait que vous n'aviez absolument aucun câble inutile à laisser dessus. Et bien sûr, je ne peux pas vous quitter sans vous parler du fait que j'ai pris un kit de water cooling tout en un pour le CPU, donc voilà, et ce kit de water cooling est donc parfait dans le sens où il est extrêmement efficace, c'est-à-dire que le processeur à 100% à fond avec les ventilateurs au minimum via le Rhéobus ne monte pas à plus de 55 degrés en pleine charge, donc c'est juste excellent, hein. Mon précédent processeur montait à presque 80 degrés en air cooling quand il était, bon, certes overclocké en pleine charge, mais bon, ça me fait une sacrée différence. Ça me permet d'évacuer vraiment l'air chaud directement par le dessus du boîtier, sans que l'air chaud ne circule dans le boîtier et ne vienne augmenter la température de du reste de la configuration. Il est relativement silencieux une fois que vous avez changé les ventilateurs, parce que les ventilateurs fournis de base sont quand même très bruyants, et ça c'est un peu dommage. Et donc je suis là aussi très content de mon achat. Voilà donc pour cette présentation de mon setup. Simplement après, sachez que j'y ajoute un écran 4K de chez Dell, donc vous pouvez aussi retrouver la vidéo de test juste ici, et en backup que j'ai deux serveurs Synology, un 1813+ avec 8 x 4 Tera à l'intérieur, et un 416J en backup du 1813+ avec 4 x 1 Tera à l'intérieur. Donc ça me permet d'avoir beaucoup de stockage pour mettre tous les jeux, etc., pour les sauvegarder, parce que j'ai une très mauvaise connexion internet, et que donc ma bibliothèque Steam, ma bibliothèque Uplay, ma bibliothèque Origin sont sauvegardées sur le NAS pour pouvoir réinstaller les jeux assez facilement et sans attendre des jours de téléchargement, et le 416J qui me fait un petit backup en local, en plus des backups que j'ai chez des amis ou dans le cloud, pour tout ce qui est photos, données personnelles auxquelles je tiens énormément. Ça me permet vraiment comme ça d'avoir quelque chose de sympa, et c'est aussi le 416J qui gère l'hébergement de sites perso internet, pour pouvoir éviter de laisser tourner le 1813 qui consomme quand même un peu plus, entre ces 8 disques qui sont processeurs un peu plus puissants. Voilà un peu pour le setup de cette année avec lequel je vais travailler et vous proposer les vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'un peu mieux comprendre les choix de composants que j'ai fait et vous guider éventuellement dans vos choix de composants. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce vert. Pensez aussi à partager votre config et à en discuter dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je serais curieux de savoir ce que vous avez pour jouer, pour faire du montage vidéo, etc. Si vous avez des conseils à me donner, hein, on ne sait jamais, hein, aussi, hein, sur certains trucs, certains hardware que vous avez testés qui vous semblent particulièrement intéressants, n'hésitez pas également à m'en parler. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur la chaîne, découvrir les réseaux sociaux, etc. sur le côté. Et je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo. Salut à tous, bye bye.